4 années se sont écoulées depuis que j'ai quitté l'organisation qui a façonné et détruit ma vie. 4 années à changer de nom, comme on change de chemise, à dormir chaque nuit, avec une arme sous l'oreiller, à marcher dans les rues de villes anonymes, en me demandant si la prochaine silhouette derrière moi ne portait pas déjà la balle qui m'était destinée. Le silence est devenu une prison plus lourde que la peur de mourir. C'est ce silence que je brise aujourd'hui. Je confesse mes crimes. J'ai tué des hommes dont je connaissais à peine le visage. J'ai obéi à des ordres que je croyais venir de José Antonio Yepes, celui que le monde entier surnommait El Marro, le chef visible du cartel Santa Rosa de Lima. J'ai plongé mes mains dans le sang et dans l'essence volée, persuadé de servir l'homme le plus puissant de Guanajuato. Mais ce que je vais révéler, c'est la vérité que personne n'a jamais osé dire à voix haute. El Marro n'a jamais été le véritable patron. Pendant des années, nous avons tous joué une pièce de théâtre où le protagoniste principal n'était qu'un acteur. Derrière lui, caché dans l'ombre, se trouvait un autre homme plus vieux, plus froid, plus calculateur. Un homme qui connaissait chaque fibre des oléoducs de Pemex, chaque faiblesse d'un système corrompu, chaque fonctionnaire prêt à vendre son silence. Cet homme, nous l'appelions Don Aurelio. À l'extérieur, personne ne connaissait son nom. À l'intérieur, nous savions tous que c'était lui qui tirait les ficelles. Je parle depuis les entrailles de l'État de Guanajuato, là où le gouvernement a longtemps détourné le regard. Dans ces villages marqués par la pauvreté, Santa Rosa de Lima n'était pas seulement un cartel, c'était l'entreprise, l'unique employeur. Les jeunes comme moi, sans avenir ni choix, devenaient ouvriers de la mort plutôt que chômeurs affamés. On nous offrait des billets, un véhicule, une place à la table de ceux qui paraissaient invincibles. Et nous disions oui, sans comprendre que chaque signature invisible sur nos destins appartenait à un patron fantôme. Ce que je raconte aujourd'hui pourrait signer mon arrêt de mort. Mais je préfère mourir en vérité que survivre dans le mensonge. Ma confession ne cherche pas l'excuse. Elle cherche la lumière. Le cartel n'a jamais été une bande de voyous improvisés, c'était une corporation criminelle, organisée comme une entreprise moderne, avec ses départements, ses budgets, ses protocoles. Et comme toute entreprise, elle avait son conseil invisible. Je vais tout dévoiler mon enfance dans une famille brisée. Ma première rencontre avec le cartel, les rituels d'initiation, les premiers assassinats qui m'ont glacé le cœur, l'ascension vers un pouvoir que je croyais réel, et enfin, la découverte terrible que nous n'étions que des pions. Chaque chapitre de ma vie est une marche vers l'abîme. Chaque nom que je prononce est un fantôme qui me poursuit. Aujourd'hui, je l'affirme devant vous, les véritables chefs ne brandissent jamais d'armes. Ils écrivent des contrats, manipulent des comptes bancaires et orchestrent des guerres depuis l'ombre. Et moi, Eduardo Vázquez Hernández, je suis le témoin vivant de ce système où le visage visible n'est qu'un masque et où le vrai patron est toujours invisible. Je m'appelle Eduardo Vázquez Hernández. Je suis né le 15 mars 1995 à Santa Rosa de Lima, un village perdu au cœur de l'État de Guanajuato. Mon histoire n'est pas celle d'un destin exceptionnel, mais celle d'un enfant façonné par la misère et condamné par l'indifférence. Avant d'être un tueur, j'ai été un fils, un frère, un gamin qui rêvait seulement de manger à sa faim et de voir sa mère sourire. Mon père, Ramón Vázquez, travaillait comme ouvrier dans les raffineries de Salamanca. C'était un homme robuste, usé par l'odeur d'essence et par la fatigue de journées interminables. En 2014, il est mort intoxiqué, étouffé par les vapeurs de pétrole qui l'entouraient depuis des années. On nous a donné une pension dérisoire, une aumône qui n'aurait jamais suffi à élever 4 enfants. À partir de ce jour, ma mère, Maria Elena Hernández, s'est retrouvée seule. Elle lavait des vêtements pour 50 pesos la journée, ses mains saignaient de lessive et de honte. J'avais 18 ans quand la faim est devenue plus forte que l'école. Mes frères et sœurs
quittaient les classes les uns après les autres, faute de cahiers, faute de chaussures. Je voyais leurs rêves s'éteindre un par un, comme des ampoules grillées dans une maison abandonnée. Un soir, ma mère m'a regardé avec les yeux fatigués d'une femme brisée et m'a dit « Eduardo, je n'y arrive plus ». Cette phrase a résonné comme une condamnation. J'étais l'aîné, je devais trouver une solution quel qu'en soit le prix. Le gouvernement pour nous n'existait pas. Les promesses politiques ne nourrissaient personne. À Santa Rosa, le seul employeur réel, c'était ce qu'on appelait la empresa. Personne ne disait cartel à voix haute, mais tout le monde savait de quoi il s'agissait. Les pick-up flambant neufs, les maisons rénovées, les fêtes soudaines. C'étaient les signes visibles d'un argent qui n'avait rien d'honnête. Et pourtant, quand la faim vous ronge, l'honnêteté devient un luxe inaccessible. Mon premier contact avec ce monde est venu de Jesus Vargas, qu'on appelait El Chuy. C'était mon voisin, un jeune homme à peine plus vieux que moi. Quelques mois auparavant, il travaillait encore dans les champs, ployant sous la sécheresse qui avait ruiné les récoltes. Puis, soudainement, il est revenu avec une camionnette brillante, des vêtements neufs et l'argent pour reconstruire la maison de ses parents. Tout le monde voyait le changement, mais personne ne posait de questions. Moi, j'ai osé lui demander. Une après-midi, alors qu'il achetait de la nourriture dans la petite épicerie du centre, je l'ai approché. « Tu as trouvé du travail. » Il m'a fixé longuement ses yeux, cherchant à lire ma sincérité. Le soir même, il m'a fait entrer dans sa maison et m'a parlé sans détour. « Ce n'est pas un travail normal, Eduardo. C'est dangereux, illégal, et une fois que tu entres, il n'y a pas de retour possible. Mais si ta famille a vraiment besoin d'argent, alors peut-être que tu as ta place. » Je lui ai raconté la vérité, ma mère pliée en deux, sur une bassine d'eau glacée, mes frères, qui sautaient des repas, la menace constante d'être expulsés de notre maison. Chuy m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a simplement hoché la tête. « Demain matin, je passe te prendre. Tu verras, si tu veux reculer, ce sera ta dernière chance. » Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Chaque bruit de la rue me paraissait un signe, chaque souffle de vent un avertissement. Je savais ce que cela signifiait franchir une ligne invisible, abandonner à jamais l'innocence qui me restait. Mais quand on est pauvre, le crime ne se présente pas comme un choix, il se présente comme une nécessité. J'avais 19 ans lorsque j'ai décidé de toquer à la porte du cartel. J'avais faim, ma famille avait faim, et j'ai vendu mon âme en échange de quelques billets tachés d'essence et de sang. Le lendemain matin, à 6 heures précises, le moteur d'un pick-up a grondé devant ma maison. Chuy était là, une cigarette coincée entre les lèvres, le regard sérieux. Ma mère m'a vu sortir avec lui, sans poser de questions. Peut-être savait-elle déjà, peut-être qu'au fond d'elle, elle avait compris que son fils allait marcher dans les pas du crime pour remplir l'assiette des siens. Nous avons roulé 40 minutes sur des chemins de terre, au milieu de champs abandonnés. Le soleil se levait à peine, teintant l'horizon d'un rouge inquiétant. J'avais l'impression de pénétrer dans un territoire interdit. Finalement, nous sommes arrivés devant un ranch à l'air délabré. De l'extérieur, il semblait vide, presque mort. Mais dès que nous avons franchi la grille, j'ai compris que rien n'était ce qu'il paraissait. À l'intérieur, tout respirait l'organisation. Des générateurs électriques ronflaient dans un coin, des antennes de communication s'élevaient vers le ciel, et plusieurs camionnettes flambant neuves étaient alignées sous des toits de tôle. Des hommes armés montaient la garde, discrets mais attentifs. Ce n'était pas un repère de bandits désordonnés, c'était une base logistique. C'est là que j'ai rencontré Roberto Morales, surnommé El Güero Bobby, un homme d'une trentaine d'années, large d'épaules, la peau marquée de cicatrices. Mais ce n'étaient pas ses muscles qui impressionnaient, c'était sa façon de parler. Direct, clair, sans vulgarité inutile. Il me regarda droit dans les yeux et dit « Chuy m'a dit que tu étais travailleur, que ta famille avait besoin d'argent. Ici, il y a une chance pour toi. Mais il faut avoir l'estomac solide. Ce n'est pas un jeu. » Puis il me servit un café noir comme s'il m'accueillait dans une entreprise ordinaire. Sauf que son entreprise était construite sur le vol de carburant.
Il m'expliqua les bases. Le cartel Santa Rosa de Lima se spécialisait dans le huachicol, le siphonnage clandestin des oléoducs de Pemex. Ce n'était pas le cinéma des fusillades hollywoodiennes. Ici, c'était de la technique cartes détaillée des conduites capteurs de pression à éviter pompes industrielles tuyaux, de dérivation stockage souterrain. La première nuit, j'ai été envoyé comme simple aide. 3 heures du matin, un champ de maïs apparemment banal. Sous la végétation, un tunnel creusé menait à une prise sophistiquée. 2 hommes manipulaient les pompes, 2 autres surveillaient les accès. Mon rôle était simple, remplir les conteneurs et les charger sur le camion-citerne. Pendant 4 heures, nous avons pompé 8000 litres de premium qui seraient revendus dès le lendemain à Léon et Celaya. Mon salaire pour cette nuit-là, 3000 pesos. C'était plus que ce que ma mère gagnait en 2 mois de labeur. En un instant, j'ai senti ma vie basculer. J'avais l'impression d'avoir découvert un trésor interdit. Mais au fond de moi, quelque chose s'est aussi fissuré. Je savais que je venais de franchir une ligne invisible et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Les semaines suivantes, je fus intégré à différents groupes. Chaque équipe avait sa spécialité, ses horaires, sa méthode. Certaines prises ne fonctionnaient qu'une fois par mois, d'autres tous les jours, mais en petite quantité pour ne pas éveiller les soupçons. Tout était pensé pour brouiller les pistes. Nous avions accès à des cartes détaillées de Pemex, aux horaires des inspections, aux emplacements des capteurs. Des fonctionnaires étaient sur la liste de paye, et même des militaires fermaient les yeux contre de l'argent. Ce qui me frappa le plus, ce fut la discipline. Pas de fête tapageuse, pas de vantardise. Chacun avait une tâche précise, un horaire à respecter et un supérieur à qui rendre des comptes. C'était une organisation réglée comme une horloge froide et méthodique. On nous répétait sans cesse « la discrétion vaut plus que le courage ». C'est ainsi que j'ai découvert le vrai visage du cartel. Ce n'était pas une bande de voyous désordonnés, mais une entreprise criminelle parfaitement huilée. Et moi, sans le savoir, je venais d'en signer le contrat le plus lourd, celui de ma propre damnation. Décembre 2015. Cela faisait quelques mois que je travaillais dans les équipes de pompage, apprenant à manier les tuyaux et à respecter les protocoles du huachicol. Mais ce jour-là, mon rôle changea brutalement. El Güero Bobby m'annonça que j'avais été sélectionné pour rejoindre la sécurité. C'était une promotion, mais aussi un pas irréversible vers le cœur noir de l'organisation. La première épreuve fut une réunion organisée à Celaya dans une salle de fête louée pour l'occasion. Le cartel avait invité ses membres du simple opérateur au lieutenant. Pour nous, c'était un événement presque familial. Mais ce qui marqua cette nuit, c'est l'arrivée de José Antonio Yepes El Marro. Jusqu'alors, je n'avais entendu que son nom prononcé avec respect et crainte. Cette fois, je le voyais de mes propres yeux. Il entra entouré de quelques hommes armés, mais se comportait comme un patron accessible. Il serra des mains, posa des questions personnelles, s'intéressa à nos familles. Quand ce fut mon tour, il me dit « Le Güero Bobby m'a parlé de toi. Responsable travailleur rapide à apprendre. Ici, les gens comme toi ont de l'avenir. » Son ton était chaleureux, presque paternel. Je fus troublé. Je m'attendais à un chef arrogant. J'avais devant moi un homme qui ressemblait plus à un entrepreneur qu'à un criminel. À partir de janvier 2016, je commençais mon entraînement comme sicario. 2 mois d'instruction sous les ordres d'un ancien militaire nommé Herrera. C'était un homme sec, précis, habitué au code de l'armée. Il répétait toujours la même phrase. Un sicario n'est pas un assassin. Un assassin tue pour tuer. Un sicario protège les intérêts de l'organisation. Chaque balle doit avoir un sens. Il m'apprit à manier les armes courtes, les fusils de précision, à reconnaître une filature, à identifier un infiltré. Mais surtout, il m'enseigna la discipline absolue. Nous ne sommes pas des voyous de quartier. Nous sommes des soldats d'une organisation qui vaut des centaines de millions. Comporte-toi comme tel. Ces mots
restèrent gravés en moi. Puis vint la véritable initiation, ma première mission d'élimination. L'ordre descendit directement du sommet relayé par El Güero Bobby. La cible s'appelait Raúl Estrada, ingénieur de Pemex. Officiellement, il travaillait pour l'État. Officieusement, il avait commencé à filtrer des informations aux forces fédérales. C'était un risque pour nous, donc il devait disparaître. Je passai une semaine à l'observer. C'était un homme simple, père de 2 enfants, mari fidèle, routinier, jusqu'à l'obsession. Tous les jours, il prenait le même chemin, mangeait au même restaurant. Mais ce que je découvris m'arracha un morceau d'âme. Il ne trahissait pas pour l'argent. Il trahissait parce qu'il refusait de sacrifier sa famille à nos opérations. Dans une conversation téléphonique interceptée, je l'entendis dire « Si mes enfants découvrent que leur père est complice d'un cartel, je préfère mourir. » Je savais qu'il ne méritait pas la mort. Mais mes ordres étaient clairs. Le 18 mars 2016, à la sortie de son restaurant habituel, je l'attendis. Une arme calibre .22 équipée d'un silencieux. 2 balles dans la tête. Il s'écroula entre 2 voitures sans un cri. Il fallut plus de 3 heures avant que quelqu'un ne découvre son corps. Moi, j'étais déjà rentré à Santa Rosa, félicité pour un travail propre, professionnel, sans complications. Ce soir-là, ma mère m'a demandé pourquoi je rentrais si tard depuis quelque temps. J'ai menti. J'ai dit que j'avais été promu dans une entreprise de sécurité privée. C'était la première fois que je mentais directement à celle qui m'avait donné la vie. Ce ne fut pas la dernière. Ce meurtre fut mon rite de passage. Je n'étais plus un simple transporteur d'essence volée. J'étais devenu un soldat du cartel lié à lui par le sang que j'avais versé. Et une fois que l'on franchit cette frontière, il n'y a plus de retour possible. Après la mort de Raúl Estrada, plus rien ne fut pareil. La peur qui m'avait paralysé lors de ma première exécution se transforma peu à peu en froideur. Chaque nouvelle mission effaçait une part d'humanité, comme si mon âme se dissolvait dans l'essence volée et le sang versé. Le cartel m'avait testé et j'avais prouvé que j'étais capable. Désormais, j'étais un sicario à part entière. Les ordres se succédaient toujours transmis par El Güero Bobby. Au début, il s'agissait de protéger nos prises de carburant, éliminer des concurrents de Michoacán qui tentaient d'installer leurs propres siphons. Puis ce furent des traîtres internes des hommes qui détournaient une partie du produit pour le vendre seul. Chaque mission était une leçon de pragmatisme cruel, la loyauté se mesurait en silence et toute déviation signifiait la mort. Je me souviens d'un journaliste, un homme obstiné, qui enquêtait sur les fuites d'essence à Celaya. Son nom circulait dans les réunions, accompagné d'une consigne glaciale. Il s'approche trop près, qu'il disparaisse. Une nuit, nous l'avons intercepté sur une route secondaire. Je conduisais. Mon coéquipier lui a tiré dans la nuque, avant même qu'il n'ait compris qu'il était suivi. Nous avons enterré son corps dans une fosse improvisée. Le lendemain, son absence fut signalée dans les journaux, ironiquement ceux-là même pour lesquels il travaillait. Peu à peu, je me suis spécialisé. Herrera, mon ancien instructeur, me fit travailler avec différentes armes. Fusils de précision pour des cibles à distance, pistolets silencieux pour les éliminations rapides, poison dissimulé pour les cas délicats. J'appris à préparer des accidents, des overdoses simulées, des disparitions sans trace. Chaque méthode était un outil dans une boîte que je ne cessais d'élargir. Le plus troublant, c'était la banalité que tout cela prenait. Nous étions évalués comme des employés dans une entreprise classique. Ponctualité, efficacité, propreté des opérations, tout était noté, discuté, parfois même récompensé par des primes. Je gagnais plus d'argent que je n'en avais jamais imaginé, mais je perdais chaque jour un peu plus de mon humanité. Pourtant, au milieu de cette mécanique bien huilée, je commençais à percevoir des fissures. Lors de certaines réunions stratégiques, j'assistais à des discussions qui me déroutaient. Quand El Maro s'entretenait avec d'autres cartels comme celui du Golfo, il semblait toujours devoir consulter des partenaires invisibles avant de décider. Son langage,
trahissait quelque chose. On nous a dit que la stratégie est de jamais. J'ai décidé que ce détail d'abord anodin devint une obsession. Un épisode en particulier me marqua. Nous devions sécuriser une prise menacée par des rivaux. L'opération semblait simple, mais au dernier moment, El Marro annonça qu'il fallait changer de plan. Quand un lieutenant osa demander pourquoi, il répondit sèchement « Parce qu'on nous a donné ces instructions. Point. » On était un fantôme qui planait sur chaque ordre. Et plus j'avançais dans la hiérarchie, plus je comprenais que l'autorité de José Antonio n'était peut-être qu'une façade. Mais à cette époque, mes doutes restaient enfouis sous les cadavres que j'empilais. Mon rôle grandissait, mes missions s'enchaînaient, et chaque goutte de sang versée consolidait ma position dans l'organisation. J'étais devenu un instrument efficace, un pion précieux. Et dans un cartel, un pion qui rapporte ne pose pas de questions. J'étais aveugle par choix, ou peut-être par nécessité, car admettre que le chef que nous vénérions n'était pas le véritable maître, c'était remettre en cause tout ce pourquoi j'avais tué. Mon efficacité ne passa pas inaperçue. Chaque mission accomplie sans faille renforçait ma réputation. Fin 2016, je fus promu au rang de garde rapproché d'El Marro lui-même. Pour beaucoup, c'était un honneur suprême, protéger le patron, être à ses côtés dans les réunions et les déplacements. Pour moi, c'était une cage dorée. Je découvrais de l'intérieur l'illusion de son pouvoir. La première grande réunion à laquelle j'assistais eut lieu dans un ranch isolé près d'Apaseo El Grande. Des émissaires du cartel del Golfo étaient venus négocier un accord sur le transport de drogues synthétiques. J'observais en silence posté derrière El Marro. Il écoutait, posait des questions pertinentes, mais à la fin, il déclara qu'il devait consulter ses associés avant de trancher. Les émissaires acquiescèrent naturellement, comme s'ils savaient déjà que la décision finale ne lui appartenait pas. 2 jours plus tard, je fus témoin d'une scène qui changea ma perception. Dans un hôtel discret de Celaya, nous rencontrâmes 3 hommes. Parmi eux se trouvait un individu d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume sombre au regard calculateur. On l'appelait Don Aurelio. Sa présence imposait le respect sans effort. Lorsqu'El Marro exposa la proposition du Golfo, Aurelio écouta longuement, puis conclut. « C'est trop risqué. Nous ne devons pas nous aventurer sur un terrain que nous ne maîtrisons pas. Nous savons voler du carburant, nous savons le vendre. C'est suffisant. » Ce qui me glaça, ce ne fut pas sa décision, mais la réaction d'El Marro. Il acquiesça sans discuter comme un subordonné qui reçoit des ordres. C'était la première fois que je voyais mon patron se plier sans réserve à un autre homme. Ce soir-là, le masque se fissura. Quelques mois plus tard, je vécus une autre révélation. Lors d'une opération près de Juventino Rosas, nous tombâmes dans une embuscade tendue par des rivaux michoacanos. Le combat fut violent, plusieurs de nos hommes tombèrent. Alors que nous étions acculés, des renforts arrivèrent. Accompagnés de policiers de l'État, ils ne tirèrent pas, mais fournirent les positions ennemies grâce à un drone thermique. Grâce à cette aide, nous anéantîmes nos adversaires. J'étais choqué. La police travaillait main dans la main avec nous, comme si tout avait été planifié. Après la bataille, j'interrogeai discrètement El Güero Bobby. Il me répondit froidement. « Ne pose pas de questions stupides. Nous avons une protection d'en haut, très haut. C'est pour ça que nous fonctionnons si bien. » Ces mots résonnèrent en moi comme un avertissement. Notre cartel n'était pas un ennemi du système. Il faisait partie du système. Avec ma nouvelle position, je découvrais la richesse et le prestige. Des liasses d'argent, des véhicules de luxe, des armes dernier cri. On me traitait avec respect, presque avec crainte. Mais derrière ce vernis de pouvoir, je sentais grandir une ombre, celle de Don Aurelio, l'homme que je voyais apparaître puis disparaître, qui prenait toujours les décisions stratégiques. Plus je gravissais les échelons, plus je comprenais que le véritable sommet n'était pas celui que l'on nous montrait. El Marro était le visage. Aurelio était le cerveau. Et moi, je devenais un témoin privilégié de cette mascarade.
En accédant au cercle de la sécurité rapprochée, je découvris les entrailles du cartel. Contrairement aux clichés véhiculés par les films, il n'y avait ni excès de cocaïne sur les tables, ni orgie sans fin. Le cartel Santa Rosa de Lima fonctionnait comme une entreprise disciplinée. Les journées étaient rythmées par des horaires fixes, des rapports quotidiens et des évaluations de performance. Chaque membre avait un rôle défini et les dérapages n'étaient pas tolérés. La règle suprême était le silence. Celui qui parle meurt, répétait-on. La omerta n'était pas un simple code d'honneur, c'était un bouclier vital. J'ai vu des camarades disparaître pour une remarque déplacée, un mot de trop prononcé dans une cantina. Les sanctions étaient brutales, appliquées sans hésitation. L'erreur n'était pas permise car une seule fuite pouvait coûter des millions de pesos. Pourtant, il y avait aussi des moments où le cartel se montrait comme une famille. Les fêtes de fin d'année, les anniversaires de certains lieutenants, nous nous réunissions, nous rions, nous buvions. Mais même dans ces instants de détente, une tension sourde restait présente. Un regard de travers pouvait déclencher une suspicion. L'allégeance se prouvait chaque jour à travers le travail, la loyauté et la peur. Je découvris aussi l'ampleur de la hiérarchie. Il y avait les cellules de sécurité, dont je faisais partie, chargées de protéger les opérations et les chefs. Les équipes logistiques responsables du transport et du stockage. Les intermédiaires chargés de corrompre les fonctionnaires et de gérer les flux financiers. Chacun connaissait son rôle, mais peu savaient ce qui se passait au-delà de leur domaine. La compartimentation était totale, une stratégie pensée pour éviter les fuites. Au fil du temps, je remarquais que les grandes décisions stratégiques se prenaient toujours en coulisses. Des réunions mystérieuses se tenaient dans des bureaux à Léon ou dans des haciendas reculées. Nous, les sicarios, n'avions droit qu'aux consignes finales. El Marro disparaissait pendant des heures, parfois des jours, et revenait avec de nouvelles directives. Il ne disait jamais « j'ai décidé, mais il faut faire comme ça ». Derrière ce « il faut », on devinait une autorité invisible. En avril 2017, j'eus la confirmation de mes soupçons. J'accompagnais El Marro à Léon, officiellement pour superviser l'expansion vers de nouvelles zones. Mais au lieu de visiter des sites clandestins, nous entrâmes dans un bâtiment sobre portant l'enseigne Servicios Industrial del Bajío. À l'intérieur, tout respirait la légalité, bureaux, plans techniques, ordinateurs. Pourtant, c'était là que se jouait l'avenir du cartel. Don Aurelio nous attendait. Il portait des vêtements de travail, se tenait devant des plans d'oléoduc étalés sur une table. Je fus frappé par sa maîtrise technique. Il parlait de pression, de capteurs, de méthodes d'extraction comme un ingénieur chevronné. El Marro lui écoutait, prenait des notes, posait quelques questions. Mais il était évident que le savoir et l'autorité appartenaient à Aurelio. Quand nous reprîmes la route, je ne pus retenir ma question. Don Aurelio, c'est lui le vrai chef, non El Marro, se tourna vers moi, les yeux brillants d'une irritation contenue. C'est un associé important, Eduardo. Mais n'oublie pas, le patron, c'est de moi. Sa voix tremblait comme s'il tentait de se convaincre lui-même. À partir de ce jour, je vécus dans une contradiction permanente. J'étais témoin d'un système où le visage public régnait par la peur et le charisme, mais où le véritable pouvoir restait tapi dans l'ombre, incarné par un ingénieur méthodique qui traitait le cartel comme une société multinationale. Nous étions prisonniers d'un théâtre dont les spectateurs ne voyaient que le rideau, jamais les coulisses. Plus je progressais dans la hiérarchie, plus l'ombre de Don Aurelio s'allongeait sur ma vie. Chaque décision importante semblait venir de lui. Peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblaient et dessinaient une vérité terrifiante. El Marro n'était pas le maître absolu, mais un visage, un écran destiné à attirer toute l'attention. Le vrai pouvoir se cachait ailleurs. Je menais ma propre enquête discrète, silencieuse. En discutant avec El Arte, l'un des comptables du cartel, j'appris que les plus gros paiements passaient toujours par Léon,
via des comptes contrôlés par Don Aurelio. Il avait même droit de signature sur les fonds principaux. Ce détail anodin, en apparence, prouvait qu'il ne s'agissait pas d'un simple associé, mais du cœur financier de l'organisation. Puis je questionnais les anciens, ceux qui avaient connu les débuts du cartel. Tous racontaient la même histoire, au départ El Marro, et quelques complices volaient du carburant avec des moyens rudimentaires, des pompes bricolées et des tuyaux achetés au marché. Les profits étaient maigres. Mais en août 2014, tout changea. Un homme arriva avec des contacts du capital et une expertise technique hors du commun. Cet homme, c'était Aurelio Mendoza Jiménez. Diplômé en ingénierie industrielle, ancien entrepreneur du secteur énergétique, Aurelio connaissait Pemex de l'intérieur. Il savait où étaient les failles, quels fonctionnaires étaient corruptibles, comment masquer les variations de pression dans les oléoducs. Il proposa un pacte, il apporterait les connaissances, l'argent et les connexions. En échange, il deviendrait le véritable stratège. El Marro charismatique et enraciné localement serait le visage médiatique. L'accord fut scellé. En septembre 2017, je fus témoin d'une scène qui confirma son rôle de chef invisible. Nous avions perdu plusieurs prises à cause d'opérations fédérales. Une réunion d'urgence fut convoquée dans un ranch près de San Miguel de Allende. Tous les lieutenants étaient présents, mais la rencontre ne commença pas avant l'arrivée de Don Aurelio. Lorsqu'il franchit la porte même, El Marro se leva et lui céda la place principale à la table. Ce que je vis alors fut une véritable leçon de gestion criminelle. Aurelio exposa des cartes, des photos, des informations provenant clairement de sources gouvernementales. Il expliqua que notre erreur avait été de devenir prévisible, même site, même méthode, mêmes horaires. Il proposa une réorganisation totale, abandonner toutes les prises existantes, reconstruire ailleurs, avec des techniques nouvelles, et instaurer un système de rotation qui déjouerait les capteurs de Pemex. « Nous allons tout arrêter pendant 1 mois, déclara-t-il. Ils croiront nous avoir détruits. Pendant ce temps, nous renaîtrons plus forts invisibles. » À la fin, il remit à El Marro plusieurs enveloppes scellées contenant des ordres précis pour chaque équipe. Une fois qu'il partit, la réunion perdit instantanément de son poids. Sans lui-même, la présence d'El Marro paraissait secondaire. Peu après, j'entrai dans une nouvelle phase de mon parcours. Aurelio décida de me former personnellement. Il me reçut dans ses bureaux de Léon, non pas comme un simple soldat, mais comme un apprenti. Pendant des semaines, il m'apprit à lire les plans des oléoducs, à calculer les pressions, à comprendre les points faibles de l'infrastructure énergétique. Mais il alla plus loin. Il me montra aussi comment blanchir l'argent, créer des entreprises fantômes, manipuler les factures. Et puis il me révéla le côté le plus sombre, les centres de recyclage humain. Des entrepôts où des migrants d'Amérique centrale étaient réduits en esclavage, contraints de travailler sur les prises clandestines ou dans les laboratoires. Main-d'œuvre bon marché et jetable, dit-il avec un calme glaçant. À cet instant, je compris que nous n'étions pas seulement un cartel de huachicol, mais une entreprise criminelle aux multiples branches, prête à tout pour croître. El Marro restait le visage public, l'ennemi désigné des autorités. Mais à l'intérieur, nous savions tous, le vrai patron, l'architecte du système, c'était Aurelio Mendoza. À l'été 2018, nous pensions être intouchables. Le cartel réorganisé par Don Aurelio avait atteint une efficacité redoutable. Les flux d'essence volés circulaient comme du sang dans les veines d'un organisme parfait. Nos comptes gonflaient de millions, nos contacts politiques nous garantissaient l'impunité. Mais c'est justement au sommet de la montagne que l'air devient le plus rare et que la chute se prépare. Le gouvernement fédéral annonça une opération massive contre le huachicol à Guanajuato. 2000 soldats, 3 semaines de raid, une pluie de caméras pour prouver que l'État reprenait le contrôle. Mais Don Aurelio avait été prévenu à l'avance. 3 semaines avant, il avait reçu des copies des ordres de mission, des cartes des zones ciblées, même les noms des officiers impliqués. Il déclencha alors ce qu'il appelait le protocole de transparence totale.
Toutes les prises furent démantelées, le matériel caché, le carburant distribué hors de l'État. Les militaires arrivèrent sur des sites vides. Ils trouvèrent quelques restes laissés exprès, arrêtèrent de pauvres exécutants sacrifiés pour la mise en scène. Le cartel ressortit plus fort de ce prétendu coup de filet. Ironie ultime, l'arrestation d'El Marro fut annoncée en grande pompe, mais il ressortit libre moins de 48 heures plus tard, protégé par une décision judiciaire. Aurelio triompha. Ils pensent nous avoir frappés. En réalité, ils nous offrent 6 mois de protection légale. Dans cet intervalle, le cartel s'étendit encore. Hidalgo, Puebla, Veracruz. Aurelio exporta sa méthodologie comme on exporte une franchise. J'étais désormais chef de sécurité régionale, coordonnant des dizaines de sicarios. Pour la première fois, j'eus accès aux finances complètes, plus de 50 millions de pesos par mois, des centaines de fonctionnaires sur la liste de paye des contrats truqués avec des sociétés écrans. Mais en 2019, la donne changea. Le gouvernement lança une offensive plus propre, moins corruptible. Cette fois, Aurelio fut surpris. Les informations ne filtraient plus, nos contacts semblaient grillés. Pour la première fois depuis des années, je vis la peur dans ses yeux. Il ordonna des purges massives. Toute personne suspectée de collusion avec les autorités fut exécutée. Je fus chargé de plusieurs de ces nettoyages. Je tuais des hommes dont le seul crime avait été d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. Chaque balle creusait en moi un vide plus profond. Et puis vint la fissure ultime, le conflit entre Aurelio et El Marro. José Antonio en avait assez d'être l'homme vitrine, le pantin, qui encaissait les coups médiatiques pendant que l'autre dirigeait depuis l'ombre. Il voulait décider, imposer sa stratégie, prouver qu'il n'était pas un simple employé. Aurelio, implacable, ne céda rien. Les tensions explosèrent en décembre 2019. Des réunions s'achevèrent en cris, les lieutenants se divisaient en clans. C'était le début de la chute. L'unité qui avait fait notre force se transformait en méfiance permanente. Aurelio renforçait sa garde personnelle, El Marro rassemblait ses fidèles. Les soldats, comme moi, devenaient les instruments d'un duel invisible entre deux figures que tout opposait. L'un représentait le charisme brutal, l'autre la froideur calculatrice. Moi, j'étais au milieu, chargé de protéger des secrets qui pouvaient me condamner. Cette guerre interne me fit comprendre que le cartel, malgré son apparente invincibilité, n'était qu'un colosse aux pieds d'argile. Les balles pouvaient tuer nos ennemis, mais pas nos propres fantômes. Et le mien désormais portait deux visages, celui d'un chef qui voulait régner et celui d'un ingénieur qui avait bâti l'empire de l'ombre. Je savais alors que mon destin basculait. La chute du cartel devenait inévitable, et ma survie dépendrait de ma capacité à trahir avant d'être trahi. 4 années ont passé depuis que j'ai quitté le cartel. 4 années à me cacher derrière des identités fausses, à déménager tous les 6 mois, à dormir avec une arme sous l'oreiller. Je suis encore vivant, mais à quel prix? Chaque nuit, je revois les visages de ceux que j'ai abattus. Chaque matin, je me demande si je mérite encore de respirer. J'ai choisi de parler parce que je ne supporte plus le silence. Mon crime n'est pas seulement d'avoir tué. Mon crime, c'est d'avoir servi un système où la vie humaine n'était qu'une variable dans une équation financière. J'ai cru travailler pour El Marro, le patron que tout le monde craignait. Mais j'ai fini par comprendre que je n'étais qu'un pion d'un jeu orchestré par Aurelio Mendoza, l'ingénieur de l'ombre. El Marro était la façade, le visage exposé, celui que les médias et la police montraient au public. Aurelio, lui, était l'architecte invisible, celui qui connaissait chaque fibre des oléoducs, chaque faiblesse du gouvernement, chaque fonctionnaire prêt à vendre son silence. C'est lui qui a transformé un petit groupe de voleurs de carburant en une multinationale du crime. C'est lui qui a conçu les centres de recyclage humain, réduisant des migrants en esclaves jetables. C'est lui qui a fait du cartel une entreprise prospère et inhumaine. Moi, je n'ai été qu'un exécutant, un soldat efficace obéissant payé pour fermer les yeux et appuyer sur la gâchette.
J'ai accepté cet emploi parce que j'avais faim, parce que ma famille avait faim. Mais l'excuse de la pauvreté n'efface pas le sang. J'ai vendu mon âme pour quelques billets tachés d'essence. Aujourd'hui, je voudrais dire aux jeunes qui croient que le crime est une issue, ce n'est qu'une cage dorée. On vous promet l'argent, les voitures, le respect. Mais ce respect n'est qu'une illusion, une peur maquillée. Chaque sourire de vos camarades peut cacher la trahison. Chaque ordre que vous exécutez vous éloigne un peu plus de votre humanité. Et quand vous ouvrez enfin les yeux, il est trop tard, vous êtes déjà un fantôme. J'ai compris une vérité simple. La violence est un outil, pas une fin. Don Aurelio me répétait que la force brute détruit, mais que la discipline construit. Il avait raison, mais à quel prix son empire reposait sur des cadavres, sur des familles détruites, sur des générations condamnées. Il se voyait comme un entrepreneur visionnaire. Moi, je ne vois qu'un criminel qui a su rester invisible. Ceci est ma confession. Je ne cherche pas le pardon, je ne le mérite pas. Je parle pour que la vérité ne meure pas avec moi, pour que le monde sache que le véritable patron du cartel Santa Rosa de Lima n'était pas celui que l'on voyait aux infos, mais celui qui écrivait les règles depuis les coulisses. Les chefs visibles tombent toujours. On les arrête, on les exhibe, on les juge. Mais les vrais boss, ceux qui tirent les ficelles, restent cachés. Ils ne brandissent pas d'armes, ils signent des contrats. Ils ne menacent pas en public, ils achètent dans l'ombre. Et tant que ces hommes existeront, le crime continuera de prospérer comme une entreprise. Je terminerai avec une phrase qui m'obsède. Les véritables boss ne se montrent jamais. Ils sont invisibles, et c'est pour cela qu'ils gagnent.